Alors on va se poser une question qui est, au fond, d'une simplicité presque déroutante. Dans un monde déjà plein à craquer, un monde d'une richesse infinie, pourquoi est-ce qu'on ressent ce besoin, cette pulsion de créer, de faire de l'art, de la musique, de raconter des histoires? Pourquoi ajouter quoi que ce soit à un monde qui est déjà en soi incommensurable? Pour comprendre ça, il faut faire un petit bond en arrière. Pendant très longtemps, disons tout le 19e siècle, on était obsédé par le futur. On regardait vers l'avant, vers le progrès, l'évolution, une sorte de but final. Mais depuis quelques décennies, quelque chose a basculé. C'est un véritable séisme intellectuel. On s'est retourné et on a commencé à regarder en arrière. Et ce grand retournement de situation, ce retour aux sources, nous ramène forcément à la question du commencement par excellence. En s'intéressant à l'origine de l'univers ou de la vie, on est obligé de s'interroger sur cet autre commencement, celui de la création artistique. Voilà donc le parcours qu'on va suivre ensemble. On va d'abord creuser un peu ce retour aux origines, ensuite on va carrément mettre l'art en procès, puis on s'attaquera au cas le plus étrange, celui de la musique, et on terminera sur une idée un peu provocatrice, l'acte de créer comme une sorte de blasphème. Allez, première partie, notre retour aux origines. C'est vraiment la clé pour comprendre pourquoi la question de l'art se pose avec autant de force aujourd'hui. Il faut saisir cette obsession contemporaine pour le « comment tout a commencé ». Et cette quête des origines, attention, elle est partout. Ce n'est pas juste une mode. En cosmologie, on cherche la toute première fraction de seconde du Big Bang. En génétique, on veut décoder le tout premier code source de la vie. En anthropologie, on débat d'une origine unique, d'une Ève mitochondriale. Même en physique des particules, on cherche la brique élémentaire de toute chose. Et la philosophie n'est pas en reste, avec des penseurs comme Heidegger qui nous invitent à revenir à l'aube de la pensée. Bref, on creuse, partout, pour remonter à la source. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, passons à la deuxième partie. Et là, on va faire le procès de l'art. Oui, un vrai procès. Si le monde est déjà si plein, si riche, l'art a-t-il vraiment sa place? Écoutons d'abord les arguments de l'accusation. C'est vraiment ça, le cœur du problème. La nature est d'une extravagance folle, presque délirante. Pensez-y, des milliards de flocons de neige et pas de pareils. Près de 50 000 espèces de coléoptères dans un tout petit coin de forêt. Face à ce trop-plein, à ce débordement, la question est brutale. Pourquoi peindre une nature morte alors qu'il y a des fruits sur la table? Pourquoi inventer des personnages quand chaque être humain est déjà une énigme insondable? À quoi bon ce surplus? Premier chef d'accusation, et c'est le plus ancien, celui de Platon. Pour lui, c'est simple. L'artiste est un faussaire. Il ne fait que copier une copie, il nous éloigne de la vérité, c'est un illusionniste qui nous vend du vent, un mensonge qui, en plus, est irresponsable. C'est une accusation très lourde. Deuxième témoin à la barre, la psychanalyse, avec Freud. Son argument? L'art, c'est pour les enfants. C'est une manière de fuir la réalité, de refuser de grandir. Pour Freud, un adulte, un vrai, c'est quelqu'un qui accepte le réel tel qu'il est, sans avoir besoin de se raconter des histoires. L'art serait donc une sorte d'immaturité. Et enfin, le troisième argument peut être le plus percutant aujourd'hui. C'est l'argument moral, presque politique. L'art est un luxe, et même un luxe obscène. Pendant qu'on passe du temps, de l'énergie, de l'argent à créer ou à contempler une œuvre, des gens ont faim, des gens souffrent. Face à l'urgence du monde, l'art n'est-il pas tout simplement indécent? Bon, le réquisitoire est sévère. Mensonge, fuite, luxe, mais heureusement, la défense a des arguments solides à opposer. Face au mensonge, elle répond instinct. Face à la fuite, elle répond consolation. Et face au luxe, elle répond défi. Voyons ça de plus près. Premier avocat de la défense, Aristote. Il nous dit qu'imiter, c'est dans notre nature. On est programmé comme ça. C'est notre façon de comprendre le monde qui nous entoure. Deuxièmement, l'art est une consolation. La vie est chaotique, souvent absurde et douloureuse. L'art vient mettre un peu d'ordre, donner une forme à tout ça pour rendre l'existence supportable. L'art, c'est aussi une utopie. Une façon de dire non au monde tel qu'il est et d'imaginer ce qu'il pourrait être. Et enfin, il y a cet argument incroyable de la rivalité. L'artiste qui se mesure au créateur, à Dieu, à la nature. Et parfois il gagne. Le David de Michel-Ange est peut-être plus parfait que n'importe quel être humain qui ait jamais existé. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au mystère des mystères, l'énigme qui fait exploser toutes les théories qu'on vient de voir. On va parler de la musique. Et c'est ça le point absolument crucial. On peut toujours dire que la peinture imite le réel, ou que la littérature s'en inspire. Mais la musique, d'où vient-elle? Elle ne ressemble à rien de ce qui existe. Elle semble venir d'un autre monde. Schopenhauer a eu cette phrase, complètement folle, mais qui exprime parfaitement cette intuition. C'est comme si la musique était connectée à la structure même de la réalité, une sorte de code source de l'univers qui existerait même sans nous, même sans l'univers lui-même. C'est vertigineux. Et ce paradoxe de la musique, on le voit de façon géniale dans la littérature. Prenez deux exemples. D'un côté, chez Proust, il y a Vinteuil.
Sa musique est décrite comme une prière, un message venu d'un monde des anges. Sauf que ce compositeur est un homme pervers et sadique. De l'autre côté, chez Thomas Mann, on a Adrian Leverkühn, un génie qui compose une musique révolutionnaire après avoir fait un pacte avec le diable. Sa musique est sublime, mais elle porte en elle le germe de la folie et de la barbarie. Le divin et le démoniaque, dans la musique, sont souvent les deux faces d'une même pièce. Et tout ça, ça nous amène à notre dernière partie. On va oser regarder l'acte de créer en face et voir en quoi il peut être une forme de transgression, une sorte de blasphème. Le mot-clé ici, c'est un mot grec, poésis. Ça veut dire création, mais dans un sens très fort. C'est l'action de faire apparaître quelque chose qui avant n'existait tout simplement pas. Partir de rien, ou presque, et faire exister. Et voilà la différence fondamentale. Le peintre, même le plus abstrait, le sculpteur, le poète, ils ajoutent quelque chose au monde, ils le complètent, ils l'imitent. Mais le musicien, il n'imite rien. Composer une symphonie, ce n'est pas ajouter une pièce à la création existante, c'est créer une autre création. Un univers parallèle, complet, avec ses propres règles, son propre temps, son propre espace, un univers rival. C'est pour ça qu'on peut parler du scandale de la musique. Premièrement, elle n'imite rien de connu. Deuxièmement, elle a ce pouvoir incroyable de créer son propre temps, de nous faire ressentir 1 heure en 5 minutes ou une éternité en 30 secondes. Troisièmement, elle nous met dans un état d'extasis. En grec, ça veut dire être hors de soi. La musique nous arrache à nous-mêmes. Et enfin, elle nous connecte à quelque chose qui n'est pas tout à fait humain, quelque chose qui nous dépasse, qu'on pourrait qualifier d'inhumain ou d'inhumain. Et on en revient donc à la question finale. Cet acte de poésis, cette capacité de créer des mondes à partir de rien, et en particulier ce pouvoir fou de la musique, n'est-ce pas au fond le geste le plus audacieux qui soit ? Une façon pour l'humain de se mesurer à l'acte créateur originel, quel qu'il soit. Une sorte de transgression sublime, un magnifique blasphème. La question reste ouverte.